Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler de Moto 2. Et oui, on va parler de la catégorie Moto 2 avec un peu de retard, un peu comme la Moto GP, je m'excuse. Il a fallu que je rattrape les 3 courses et je me suis retapé les séances de qualification également. Alors j'ai pas vu les essais libres, j'ai juste regardé vite fait les résultats, mais j'en parlerai très peu dans ces vidéos de débrief. On va surtout parler de la course en fait, très clairement des résultats de ce Grand Prix. Et on va commencer avec les Moto 2. Donc on fera les Moto 3, les deux seront mises en ligne vendredi. C'est-à-dire aujourd'hui pour vous, mais vendredi 28 août. J'enregistre cette vidéo le 27 août, c'est-à-dire quasiment une semaine après le Grand Prix. Et encore une fois, je m'en excuse. On commence avec les Moto 2 et les pilotes au top. Et parmi les pilotes au top, on commence avec Marco Bezzecchi. Pourquoi ? Parce que Marco Bezzecchi a fait une très très belle course. Le pilote italien, 5e sur la grille et qui remporte le Grand Prix. Alors, très belle course. Après, bon, vainqueur parce que disqualification de Jorge Martin. On reviendra là-dessus quand on parlera de Jorge Martin. Mais très bonne course parce que il a réussi à gagner des positions au fur et à mesure du Grand Prix. Au départ, il était derrière Nagashima, il a dépassé Nagashima, puis il a dépassé Rémi Garner. Ensuite, il était un peu derrière Rémi Garner, mais en fin de course, c'était lui qui avait vraiment le meilleur rythme, qui avait géré au mieux les pneus sur un circuit qui pourtant n'est pas extrêmement difficile pour les pneus. C'est pas le pire circuit en moto, pas en monoplace, mais en moto c'est pas le pire circuit, et même en monoplace en passant, vous avez des circuits beaucoup plus compliqués une fois que les pneus sont chauds. Et Bezzecchi qui finit deuxième sur la ligne, mais qui dépasse Jorge Martin selon les commissaires, on va dire. On reviendra encore une fois là-dessus, mais Marco Bezzecchi, il y a une belle évolution depuis l'année dernière, enfin depuis la fin de saison dernière. L'année dernière, on rappelle, il était chez Tech 3 avec une KTM pas facile à faire fonctionner dans une équipe qui ne connaissait pas la KTM non plus, l'équipe Tech 3 extrêmement bien, et puis l'équipe Tech 3 qui au final est partie de la catégorie Moto 2. Là, il change d'équipe. Il arrive chez Valentino Rossi dans un cocon. C'est comment fonctionne la VR46. Puis on l'a vu encore plus avec l'affaire Johann Zarco. Mais l'objectif pour Valentino Rossi, c'est d'avoir une sorte un peu de cocon familial autour de ses pilotes. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'équipe où on est le plus dur. C'est plutôt une équipe où on est sympa avec les pilotes. Et Bezzecchi, pendant l'intersaison, il a énormément grandi. Et on avait déjà vu ça dans le deuxième Grand Prix où il avait été très fort. Et c'est vrai que même là, depuis le deuxième Grand Prix à Jerez, où il avait été très fort, mais j'ai l'impression qu'il commence même à passer devant Luca Marini. Ce qui semble surprenant, parce que normalement, Luca Marini est le leader de cette équipe, mais il commence à devancer Luca Marini de plus en plus. L'écart était de toute manière assez réduit entre les deux pilotes. Et là, c'est une victoire qui doit lui faire du bien, mentalement, qui est une étape dans sa carrière. Et puis, c'est une victoire qui arrive au bon moment, parce que on sait la situation, par exemple, de Ducati en MotoGP. On sait que Ducati aimerait bien quand même récupérer un pilote italien. On sait la situation également du côté d'Aprilia. Rien n'est joué pour l'année prochaine chez Aprilia. Et là, gagner un Grand Prix de cette manière, en roulant de cette manière, en finissant très fort, foncièrement, c'est très intéressant pour Marco Bezzecchi dans la suite de sa carrière. Donc il continue comme ça, pour l'instant il évolue très très bien, qu'il perdure dans cette évolution, et on attend ça de Marco Bezzecchi, et puis surtout au championnat, il marque des points importants. On continue avec les pilotes top. Je ne vais pas parler tout de suite de Jorge Martin, on va parler de Rémi Garner. Rémi Garner, pilote qui est très intéressant, fils de Wayne Garner, mais
Bon, on le dit toujours quand c'est des fils d'eux ou des frères d'eux, on le cite toujours. C'est pas facile forcément pour ces pilotes-là. Dans l'équipe Stop & Go qui cette année a des Calex 2019 et pas des Calex 2020, c'est-à-dire qu'il y a quelques évolutions qu'ils ne possèdent pas dans cette équipe parce que voilà, ils ont le châssis de l'année dernière. Un début de saison qui a été compliqué pour Rémi Gardner, un équipier en plus Kasma Daniel qui est quand même là je crois le pire équipier pour lui. C'est vraiment un pilote qui n'est pas bon. Kasma Daniel, il faut le dire, qui est un pilote payant. Il est dans une équipe qui n'a pas énormément de moyens. Et puis, les résultats n'étaient pas bons depuis le début de saison. Et même déjà la fin de saison dernière n'avait pas été exceptionnelle. Il avait fait partie de beaucoup de flops l'année dernière, Rémi Gardner, parce que j'attendais beaucoup de lui. Et puis, j'avais pas vu vraiment d'évolution chez Rémi Gardner. Là, ça va un peu mieux. Après, le problème de Rémi Gardner, c'est la constance. Ça, c'est toujours son problème. Alors, Rémi Gardner, il est capable d'être performant sur une course, 2 courses. Par contre, d'être performant sur toute une saison, pour l'instant, il n'arrive pas à réaliser ce genre de choses. Et ce qui lui manque très clairement pour accéder à la catégorie supérieure, parce que c'est un pilote qui a une bonne pointe de vitesse, ça c'est clair et net. Et quand il est performant, il est capable d'aller chercher la victoire très facilement. Et les pole positions. Mais aujourd'hui, il manque de la constance. Et puis en plus, ce qui n'était pas plus facile pour Rémi Gardner, c'est de voir que son ancien équipier, Nagashima, s'épanouit très clairement dans l'équipe d'Aki Ajo. Donc c'est vrai que c'était pas facile pour Rémi Gardner, je pense, mentalement. Et là, il nous a montré une très bonne course. Il nous a montré surtout une course solide. C'était pas le plus rapide. Et avant, Rémi Gardner, l'année dernière, en n'étant pas le plus rapide, il aurait quand même tenté des choses. Il aurait surconduit, surpiloté. Il aurait fait beaucoup d'erreurs de pilotage. Ce qui s'était passé par exemple du côté d'Assen l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une course catastrophique, il partait de la pole position et je crois qu'au bout de 6 tours, il abandonne en ayant fait des dizaines et des dizaines d'erreurs. Et Rémi Gardner, là, en n'étant pas le plus rapide, quand il a vu qu'il pouvait passer Nagashima, il l'a passé, mais sans prendre énormément de risques non plus. Puis quand il a vu qu'il ne pouvait pas aller chercher Jorge Martin ni Marco Bezzecchi, il s'est contenté, on va dire, de cette 3e place. Se contenter est un bien grand mot, on va dire. Mais c'est là où il a progressé, je trouve, sur ce Grand Prix. Et c'est peut-être dû à ce début de saison difficile qu'il l'a fait énormément progresser. Et c'est pour ça que je le mets parmi les tops. Parce que cette évolution sur ce Grand Prix me paraît très intéressante. La manière dont il a construit son Grand Prix également, pas mauvais sur les essais, pas mauvais en qualification. L'année dernière, c'était rare qu'ils partent bien en qualification, et quand ils partaient bien en qualification, ils se plantaient en course, mais souvent, ils faisaient des remontées. Et on sait qu'en Moto 2, c'est très complexe quand même de faire des remontées, surtout cette année, où on s'aperçoit que le pilote qui part, normalement, s'il y a un groupe qui part, vous ne le revoyez plus, le groupe de tête. C'est ce qui s'est passé encore dans cette course, parce que Nagashima, Gardner, Martin, Bezzecchi, ils partent. Lutti, il les a jamais vus de tout le Grand Prix. Donc c'est là où j'ai aimé la manière de faire son week-end de Rémi Gardner, et j'espère qu'il poursuivra dans cette lancée dans les mois à venir, dans les courses à venir. C'est surtout important de voir également qu'avec une Calex 2019, il arrive à s'en sortir aussi bien que d'autres pilotes avec des Calex 2020. Ça peut faire réfléchir le fournisseur de châssis. Et puis on termine avec ses pilotes au top avec Jorge Martin. Alors Jorge Martin, 2e, parce qu'il a mis 2 roues dans le verre, mais à un moment du côté des commissaires de course, il va falloir se détendre le slip quand même. Autant en qualification, je veux bien, parce que ça apporte un avantage de passer dans le vert, autant là en course, véritablement, l'avantage est quand même pas énorme. C'est pas sur une action de dépassement. Bezzecchi pouvait pas dépasser à cet endroit-là. Je vois pas pourquoi on lui met vraiment une pénalité, à part que à chaque fois que vous passez dans le vert, vous mettez des pénalités. C'est pas comme si le collège des commissaires, depuis 2 Grands Prix, 3 Grands Prix, ça commence à devenir du n'importe quoi, très clairement. Je vois les pénalités qui tombent comme à la mauvaise époque de la Formule 1. Vous vous souvenez cette époque où les pénalités tombaient pour des conneries, il y a 4-5 ans, où ça tombait, mais alors pour des âneries pas possibles. Là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a vu des pénalités pour n'importe quoi. Et là je suis pas d'accord. Après Jorge Martin, excellent week-end, et surtout ce que j'ai aimé chez Jorge Martin sur ce week-end particulier, j'ai pas vu la course premier Grand Prix en Autriche, donc je peux pas vous dire si c'était déjà pareil en Autriche, mais
c'est le fait que souvent on l'avait vu très performant en qualif et en essai et en course beaucoup plus en retrait. Et là en course il n'était pas en retrait. Par contre il a encore tapé dans ses pneus. Ça c'est un problème assez récurrent chez Jorge Martin. Il a du mal en fin de course. C'est un pilote qui a beaucoup de difficultés en fin de Grand Prix. C'était déjà le cas l'année dernière avec la KTM. On pensait qu'avec la Kalex ça serait un peu moins le cas parce que la Kalex c'est quand même plus facile à piloter et puis tape moins dans les pneus. C'est quand même pas beaucoup plus facile avec la Kalex pour Jorge Martin. Donc c'est un peu dommageable de ce côté-là. Parce que s'il y avait eu 2 tours de plus, Bezzecchi le dépassait, Jorge Martin. Après, moi j'ai trouvé que le week-end était très intéressant. Au championnat, c'est également très intéressant pour lui parce qu'il reprend des points, il remonte. Surtout que Marini et Bastianini n'ont pas fait un très très bon week-end et donc il est toujours là pour le classement du championnat et ça c'est donc très intéressant pour lui. On passe au flop rapidement. On commence avec Baldassarri. Bon, bah voilà, 15e de la course, 25e en qualification, je sais plus, un truc comme ça. 23e en qualification. Bon, pas grand chose à dire pour Lorenzo Baldassarri, à part que rien ne va. L'année prochaine, il sera pas dans le team Ponce. Est-ce qu'il trouvera encore une place en Moto 2 ? C'est compliqué parce que c'est quand même. Alors, c'est un pilote qui n'est pas encore très âgé. Il est plus jeune qu'un Sam Loves, largement. Mais. Bon, au niveau du talent, est-ce qu'il nous a montré énormément de belles choses ces derniers temps ? Pas vraiment. Du côté de Lorenzo Baldassarri, et puis les derniers Grands Prix ont quand même été assez catastrophiques pour le pilote italien. Je continue avec un autre pilote également en grande difficulté depuis le début de saison, c'est Fabio Di Giannantonio qui finit 18e, mais qui partait très loin déjà. Fabio 25e, voilà, sur la speed-up. Il a pourtant pris les réglages d'Aaron Canet, ça fonctionne chez Aaron Canet, ça fonctionnait quand même pas mal chez Siafrin aussi. Et pourtant, du côté du team speed-up, ça marche pas bien. Il est quand même en retrait également par rapport à Navarro, son équipier. Mais Didja, on ne l'a pas vu depuis le début de saison, il faut très clairement le dire, rarement dans les points. Quand c'est dans les points, c'est à de très lointaines places cette année. Quand même décevant par rapport à la saison qu'il avait effectuée l'année dernière, comme Navarro, en passant. Pourquoi, alors que ça marche pour Aaron Canet, ça ne marche pas pour eux ? Est-ce que c'est Calais qui a énormément progressé et eux, ils n'ont pas assez travaillé par rapport également à MV Agusta ? Mais du côté de Fabio Di Giannantonio, va falloir quand même se réveiller parce que d'un espoir prometteur, il ne faudrait pas qu'il se transforme en espoir qui ne réussit pas grand-chose, en espoir un peu déchu. Bien, pour l'instant, on est un peu déçu par les performances du pilote italien. Et puis on continue. Et on termine avec Sam Loves. Sam Loves qui nous en a fait plusieurs ce week-end, beaucoup de chutes. Et puis surtout, la chute en course, conduite totalement irresponsable pour moi. Alors là, le collège des commissaires, je trouve, a pris une sanction juste. On ne peut pas faire de manœuvre de freinage de cette manière. On ne peut pas mettre 2 pilotes au tapis sans qu'il y ait des conséquences derrière. Et Sam Loves, c'est dommage parce que depuis le début de saison, j'avais dit, il s'était calmé, c'était vraiment beaucoup mieux. Et puis là, ça fait depuis 2 courses où on a retrouvé le Sam Loves de l'année dernière, des années précédentes. C'est-à-dire le pilote un peu impétueux qui fait beaucoup d'erreurs, qui fait beaucoup trop de fautes parce qu'il s'énerve beaucoup trop vite, parce qu'il oublie la science de la course, parce qu'il oublie d'être calme. Et ça, je trouve ça dommageable pour un pilote qui, en plus, c'est pas comme s'il avait 22 ans, que c'était sa première saison en Moto 2 et en Moto 3 par exemple. Non, c'est un pilote qui a 10 ans d'expérience dans la catégorie, qui doit avoir 15 ans de pilotage derrière lui, donc c'est plus de 15 ans. Je comprends pas comment on peut faire une erreur de la sorte en ayant autant d'expérience. Il y a un moment, ça me sidère, et c'est normal qu'il ait une pénalité également pour la prochaine course, parce que le drapeau noir est arrivé quand il est tombé. Ça, c'est un peu dommageable pour les commissaires de course, mais c'est normal qu'il ait une pénalité pour le prochain Grand Prix, parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de manœuvre. Autant je trouve que pour Johann Zarco, ça a été sévère. La sanction, pour moi, il aurait fallu qu'il y ait une sanction, mais pour moi, la sanction était beaucoup trop forte, celle qu'on a donnée à Johann Zarco. Et encore une sanction, pour moi, il fallait un rappel à l'ordre plus qu'une sanction.
pour Johann Zarco. Autant là, non, je suis totalement d'accord. Et je trouve même que c'est la seule décision juste, avec le fait d'interdire à Raume Mazia de participer à la Q2. Également, on reviendra là-dessus. Je trouve que c'est une décision très juste de la part de la direction de course. Eh bien, on passe au classement après avoir fait les 3 tops et les 3 flops. Du côté du classement pilote, c'est Luca Marini qui mène avec 87 points seulement. Derrière, on a Enea Bastianini et Jorge Martin à égalité, à 8 points derrière. On retrouve ensuite Nagashima qui est à moins de 20 points, Bezzecchi, Sam Loves qui a perdu pas mal de points sur ce dernier week-end de course, Xavier Vieira, Aaron Canet, Rémi Gardner, Joey Roberts, Aaron Canet qui est toujours le meilleur débutant. On retrouve Roré Navarro très loin 15e, Baldassari 13e, Didja 23e seulement avec 3 points, donc autant vous dire que ça va pas. Et puis il y a toujours quelques pilotes comme Edgar Pons, Della Porta, Gilang, Casper Daniel, Jesco Raffin et Medina qui n'ont pas pris de points dans ce classement. Du côté du classement équipe, si ça veut bien s'afficher sur mon écran, c'est la team VR46 qui est devant l'équipe Catelex, comme je l'appelle, l'équipe d'Ajo, qui est 5 points derrière. Et puis on retrouve ensuite Extrela Galicia assez loin derrière, puis Italtrans, Liquimoli, Intact Grand Prix, Aspar, Petronas, Flex, le team de Ponce, 8e simplement, le team Stop and Go, 9e, et American Racing 10e grâce aux performances très intéressantes de Joey Robert et également de Marcos Ramirez, également débutant dans cette catégorie Moto2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve dans une semaine désormais, ou 15 jours encore. Encore 15 jours, voilà, pour le Grand Prix de Saint-Marin. Et puis, sinon, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et voilà, de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao, ciao!